Le chauffeur de taxi a trouvé un téléphone oublié dans sa voiture, mais quand il a vu la dernière vidéo enregistrée, il est resté sans voix. Pierre Vasseur était assis au volant de sa berline bleue sur le parking de la gare de Lyon-Part-Dieu, les yeux fixés sur le téléphone accroché à son tableau de bord. L'écran affichait minuit moins 10. Il n'y avait presque pas de commande. La ville dormait. De rares voitures passaient en chuintant sur l'asphalte humide. Décembre était maussade. La neige tombait en flocons avant de fondre sous la pluie, transformant les routes en miroirs noirs parsemés de flaques. Pierre sortit son thermos, versa du thé dans le bouchon et but à petites gorgées. Le liquide chaud le réchauffa de l'intérieur. Il s'adossa à son siège et ferma les yeux. 2 ans plus tôt, il n'aurait jamais imaginé passer ses nuits à sillonner la ville pour une application, transportant des étudiants ivres et des couples d'amoureux. Pendant 35 ans, il avait été professeur d'histoire au collège Victor Hugo, dans la banlieue de Lyon. Il aimait son travail, les enfants, ses cours. Mais 6 ans auparavant, sa femme, Marie, était décédée d'un cancer. Rapidement, en 6 mois. Leurs enfants étaient partis depuis longtemps. Chloé vivait à Paris, et Lucas à Marseille. Ils avaient leur propre famille, leurs propres soucis. Pierre s'était retrouvé seul dans l'ancienne maison de ses parents, dans le village des Chênes, à 40 km de Lyon. C'était une maison en bois, un peu penchée mais solide, avec un poêle et un petit jardin. La vie était calme et vide. Le travail à l'école devint bientôt insupportable. Les enfants lui semblaient étrangers, les cours vides de sens, et ses collègues l'agaçaient avec leur bavardage futile. 1 an plus tôt, un conflit avec le directeur adjoint au sujet des notes avait éclaté. Pierre n'avait pas supporté et avait donné sa démission. Il avait quitté son poste à 58 ans, sans aucune perspective. La retraite était dans 2 ans, mais il avait besoin d'argent pour rénover la maison et pour vivre. Il s'était inscrit facilement comme chauffeur VTC via une application. Il avait adapté la vieille voiture de son père aux exigences et obtenu sa licence. Il travaillait de nuit. Le soir, dans son village, il allumait le poêle, nourrissait ses poules, puis partait pour la ville. La nuit, il y avait moins de courses, mais la concurrence était plus faible et les clients généralement plus calmes. Au matin, il retournait aux Chênes, dormait jusqu'à midi, puis s'occupait du jardin, de la maison, avant de repartir en ville. Un cercle fermé, monotone, mais pas insupportable. La solitude pesait moins quand ses mains étaient occupées. Son téléphone bipa. Une nouvelle course s'afficha. Rue des Écoles, numéro 17, bâtiment C, jusqu'à la gare. Pierre mit le contact, accepta la course et quitta le parking. 10 minutes plus tard, il s'arrêtait devant l'immeuble. Une jeune femme d'une vingtaine d'années sortit. Mince, vêtue d'une veste fine, sans bonnet. Ses cheveux étaient en désordre, son visage pâle. Un bleu foncé marquait la peau sous son œil gauche. Elle monta à l'arrière en silence et claqua vivement la portière. Pierre jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et demanda doucement « Bonsoir, pour la gare ?» La jeune femme hocha la tête, se tourna vers la fenêtre et serra un petit sac contre sa poitrine. Ses mains tremblaient. Pierre démarra, traversant la ville endormie en direction de la gare. En chemin, le téléphone de la jeune femme sonna plusieurs fois. Elle sursautait, regardait l'écran et rejetait les appels. Son visage se durcissait, et des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Pierre ne dit rien, ne posa aucune question. Ses longues années comme professeur puis comme chauffeur lui avaient appris qu'il y a des gens qui ont besoin de silence, pas de conseils. Ils arrivèrent à la gare 25 minutes plus tard. La jeune femme lui tendit des billets, bien que la course ait été payée par carte. Elle sortit précipitamment de la voiture et courut vers l'entrée sans se retourner. Pierre la suivit du regard et soupira. Le malheur était écrit en grosses lettres sur son visage, mais il ne pouvait rien faire pour l'aider. Il fit demi-tour et prit la direction de la maison. Il n'y aurait probablement plus de course. Le jour allait bientôt se lever. Sur le chemin du retour, il se souvint qu'il avait oublié de vérifier la banquette arrière. Il s'arrêta sur le bas-côté, alluma le plafonnier et se retourna. Sur le siège gisait un smartphone noir dans un étui usé. La jeune femme l'avait oublié. Pierre prit le téléphone et essaya d'allumer l'écran. Il était déverrouillé. Pas de code. Le fond d'écran montrait une photo de la mer, un coucher de soleil, une plage déserte. Il regarda l'heure, 1h du matin. La gare était loin. La jeune femme devait déjà être au guichet ou sur le quai. Il pouvait faire demi-tour, mais la chercher dans la foule des passagers nocturnes était inutile. Il décida de le garder jusqu'au matin, puis de contacter la propriétaire via ses contacts. Il posa le téléphone sur le siège passager et reprit la route de son village.
L'autoroute était déserte. Les phares balayaient l'asphalte mouillé. Sur les côtés, des murs noirs de forêt. Après une vingtaine de kilomètres, il tourna sur une route de campagne. La voiture fut secouée par les nids de poules. Les chênes l'accueillirent dans l'obscurité. Pas de lampadaire, seulement quelques rares fenêtres brillant d'une lueur jaune. La maison de Pierre était au bout du village. Derrière le jardin, la forêt bruissait au gré du vent. Il gara la voiture dans la cour, ferma le portail et entra dans la maison. Le poêle était froid. Il l'alluma rapidement, posa une bouilloire sur la cuisinière et s'assit à la table de la cuisine. Le téléphone de la jeune femme était devant lui. Pierre ouvrit les contacts. Seulement 2 numéros enregistrés, maman et Olivier. Il appela maman. De longues sonneries, personne ne répondit. Il regarda sa montre. Il était tard, il devait dormir. Il décida de réessayer le matin. Il ouvrit la galerie du téléphone. La dernière photo datait de ce soir-là. Il fit défiler et vit un fichier vidéo, enregistré 1 heure plus tôt. Il lança la lecture. À l'écran apparut la même jeune femme, le visage en gros plan, avec en fond une salle de bain, du carrelage. Elle parlait à voix basse, jetant des regards effrayés derrière elle. « Je m'appelle Léna Fournier. Si quelqu'un regarde ça, ça veut dire que je n'ai pas réussi à m'enfuir. J'ai été retenu dans cet appartement pendant 3 jours. Mon mari, Olivier, m'a enfermé. Il a menacé de me tuer si je parlais. Ce soir, il a bu et s'est endormi. J'ai trouvé ce vieux téléphone. J'enregistre ça. Je vais essayer de m'échapper par la fenêtre. Je vais chez ma mère, à Tours. Si je disparais, cherchez-moi au 25 avenue de la République, appartement 41. Il y a un coffre-fort derrière un tableau dans la chambre. Le code est 1986. À l'intérieur, il y a des documents, des preuves. Il a tué sa première femme, Marine, il y a 3 ans. J'ai trouvé sa correspondance avec un médecin, j'ai compris la vérité, il voulait me faire taire. Aidez-moi, s'il vous plaît, je... La vidéo se coupa brutalement au son d'une porte qui claquait hors champ. L'écran devint noir. Pierre resta assis, immobile, fixant l'écran noir du téléphone. Son cœur battait à tout rompre. Il regarda la vidéo une 2e fois, écoutant attentivement chaque mot. La jeune femme disait la vérité. La peur dans ses yeux était réelle. Ses mots étaient désespérés. Elle s'était donc enfuie, mais avait oublié son téléphone. Et maintenant, cet Olivier allait la chercher. Et les preuves étaient restées dans l'appartement. Pierre posa le téléphone sur la table, se versa du thé avec des mains tremblantes. Il but longuement, se brûlant les lèvres, en réfléchissant. Il devait donner la vidéo à la police. Qu'il s'en occupe. Mais il était tard. L'agent de service allait le renvoyer et lui dire de revenir le matin. Et si Olivier cherchait déjà Léna? Et s'il la trouvait à la gare, la ramenait, la tuait? Pierre se leva, fit les 100 pas dans la cuisine, s'arrêta devant la fenêtre. Dehors, l'obscurité et le silence de la campagne. La décision mûrit d'elle-même. Le matin, il irait en ville, à la police, raconterait tout, donnerait le téléphone. En attendant, il essaierait de joindre la mère de Léna. Pour la prévenir. Il composa à nouveau le numéro de « Maman ». Encore des sonneries. La messagerie. Il raccrocha. Il alla se coucher tout habillé sur le canapé, le téléphone à côté de lui, et s'endormit d'un sommeil agité, peuplé de couloirs, de portes et de cris. Pierre fut réveillé à 7h30 par l'alarme de son propre téléphone. Il sursauta, se souvenant aussitôt de la vidéo. Il attrapa le téléphone de la jeune femme sur la table. L'écran était noir, la batterie presque vide. Il le brancha avec son câble et composa à nouveau le numéro. Maman. De longues sonneries. Puis une voix de femme, endormie. Allô, qui est-ce? Bonjour. Je m'appelle Pierre Vasseur. Je suis chauffeur de VTC à Lyon. J'ai conduit votre fille Léna à la gare cette nuit. Elle a oublié son téléphone dans ma voiture. J'y ai trouvé une vidéo. Elle y dit qu'elle s'est enfuie de chez son mari, qu'il la retenait de force. Vous êtes au courant? Un silence à l'autre bout du fil, puis un sanglot. La voix trembla. Mon Dieu, elle est vivante? J'ai parlé à Olivier hier. Il a dit que Léna était à l'hôpital pour une dépression nerveuse. Qu'on lui avait pris son téléphone. Je voulais venir. Il me l'a interdit, a dit que les médecins ne laissaient entrer personne. Je ne l'ai pas cru, mais que pouvais-je faire? Où est-elle allée?
Elle disait qu'elle venait chez vous, à Tours. Vous ne l'avez pas vue? Non, je suis seul à la maison. Peut-être qu'elle est encore en route, le train de nuit arrive vers 6 heures. Pierre regarda sa montre, calcula. Elle devrait déjà être arrivée si elle avait pris le train de nuit. Ou alors elle ne l'avait pas pris, par peur. Je vais aller à la police maintenant. Je vais leur donner le téléphone, leur montrer la vidéo. Elle y parlait de preuves dans un coffre-fort. Elle a donné l'adresse. Notez-la, 25 avenue de la République, appartement 41. Le code du coffre est 1986. La mère de Léna nota. Sa voix devint plus ferme. Merci, brave homme. Je vais moi-même aller à la police ici, déposer une plainte. Si Léna se manifeste, je vous appellerai immédiatement sur ce numéro. Ne l'éteignez pas. Pierre promit, dit au revoir et raccrocha. Il s'habilla rapidement, sans prendre de petit déjeuner, monta dans sa voiture et retourna à Lyon. La route matinale était encombrée de camions et de bus. Il conduisait lentement, pensant à cette vidéo effrayante. Si c'était vrai, ce type était dangereux, un meurtrier. Il fallait que la police prenne l'affaire au sérieux, qu'elle ne la classe pas comme une simple dispute conjugale. Les preuves dans le coffre-fort étaient cruciales, mais sans mandat, il n'ouvrirait pas l'appartement rapidement. Bureaucratie, procédure, temps perdu. Et Léna était quelque part, seule, effrayée, sans téléphone. Il arriva au commissariat de la rue de la Préfecture vers 8h30. L'accueil était vide. Derrière le comptoir, un lieutenant, un jeune d'une trentaine d'années, lisait quelque chose sur son ordinateur. Pierre s'approcha, le salua et posa le téléphone sur le comptoir. Je dois déposer une plainte, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Une passagère a oublié ce téléphone, et il y a dessus une vidéo parlant de séquestration et de menaces. C'est une affaire sérieuse. Regardez. Le lieutenant Dubois, à en juger par son badge, prit le téléphone à contre-cœur, lança la vidéo, la regarda en silence, sans émotion, puis le lui rendit. Et qu'est-ce que vous voulez? La jeune femme s'est enfuie d'elle-même. Personne ne la retient. De nos jours, une vidéo n'est pas une preuve de crime. C'est peut-être une dispute de couple. Peut-être une calomnie. Les femmes accusent souvent leur mari au moment du divorce pour obtenir des biens. Il faut une plainte de la victime, des témoins. Une expertise médicale. Elle a parlé du meurtre de la première femme, elle a donné l'adresse, un coffre-fort avec des preuves. Dubois haussa les épaules. Une affaire d'il y a 3 ans. S'il y a eu quelque chose, il faut vérifier, demander les archives, faire des expertises. Ça prend des jours. Au minimum. J'enverrai un agent dans la journée. Qu'il interroge les voisins, essaie de faire ouvrir la porte si le propriétaire est d'accord. On ne peut pas forcer une porte la nuit sans un mandat du procureur. Laissez le téléphone, vos coordonnées, on s'en occupera. Pierre sentit l'impuissance et la colère monter, mais il ne discuta pas. Il laissa le téléphone, écrivit une déposition, donna son numéro. Il sortit du commissariat, irrité, et monta dans sa voiture. Il décida d'aller à la gare, chercher Léna. Peut-être était-elle encore là, attendant un train de jour. Il arriva une demi-heure plus tard, fit le tour des salles d'attente, des guichets, des quais. Il y avait beaucoup de monde, les visages défilaient. Il la trouva près d'une fenêtre, dans une salle au premier étage. Elle était assise sur un banc, serrant son sac, le regard perdu dans le vide. Pierre s'approcha prudemment et l'appela doucement. « Léna ? Léna Fournier ?» La jeune femme sursauta et se retourna. Ses yeux s'écarquillèrent de peur. Pierre sortit rapidement son propre téléphone et lui montra une photo de l'appareil qu'elle avait oublié. « N'ayez pas peur. Je suis le chauffeur de taxi. Je vous ai conduite cette nuit. Vous avez oublié votre téléphone dans la voiture. Je l'ai trouvé. J'ai vu la vidéo, je voulais vous le rendre. Je suis allé à la police. J'ai aussi appelé votre mère. Elle est au courant. » Léna lui attrapa le bras et murmura, « Le téléphone, où est-il? Rendez-le-moi, la vidéo est importante. Je l'ai laissé à la police. Il s'en occupe. Pourquoi n'êtes-vous pas parti à Tours? Olivier a appelé ma mère cette nuit, il l'a menacée, il a dit qu'il me trouverait n'importe où, que ma mère souffrirait aussi. J'ai eu peur, je ne suis pas parti. Je suis assise ici, sans savoir quoi faire. Je n'ai presque plus d'argent. J'ai peur d'aller à l'hôtel, et s'il me trouve? Pierre s'assit à côté d'elle et réfléchit. La jeune femme était au bord de la crise de nerfs. Il fallait l'aider, mais comment?
La police s'en était lavé les mains. Sa mère était loin, elle n'avait apparemment pas d'amis. Une idée lui vint, une idée folle. J'ai une maison dans un village, à 40 km de la ville. C'est un endroit isolé, personne ne vous y trouvera. Restez-y quelques jours, le temps que la police fasse son travail. Vous y serez en sécurité. Léna le regarda avec méfiance. Pourquoi faites-vous ça? Vous ne me connaissez pas. Peut-être que vous êtes de mèche avec Olivier. Pierre secoua la tête. J'ai enseigné à des enfants pendant 35 ans. Je suis veuf. J'attends des petits-enfants. Pourquoi irais-je m'associer avec des criminels? Je veux juste aider. Ma conscience ne me permet pas de vous abandonner. Viendrez-vous? Léna resta silencieuse une minute, puis hocha la tête, désespérée. J'irai. Je n'ai pas le choix. Pierre se leva, prit son sac, la conduisit vers la sortie, la fit monter dans la voiture et prit la route vers son village. En chemin, Léna raconta par bribes son histoire avec Olivier, la peur, les 3 jours enfermés. Pierre écoutait en silence, hochant la tête. Un poids s'installa sur son cœur. Il s'était immiscé dans les problèmes d'autrui, mais il était trop tard pour reculer. Il l'amènerait chez lui, la mettrait à l'abri, et verrait ensuite. Le trajet jusqu'aux Chênes prit 1 heure, à cause des embouteillages à la sortie de Lyon. Léna resta silencieuse tout le long, regardant par la fenêtre les arbres, les champs, les rares maisons qui défilaient. Pierre alluma la radio. Une vieille chanson française passait doucement. Ils quittèrent l'autoroute pour une route de campagne. La voiture fut secouée par les bosses. Il n'y avait pas d'asphalte ici, juste un chemin de terre défoncé avec des ornières gelées. Le village apparut après 5 kilomètres. Une dizaine de maisons le long de l'unique rue. La moitié avec des fenêtres barricadées, des clôtures délabrées, des jardins en friche. 4 ou 5 maisons étaient habitées. De la fumée s'échappait des cheminées. La maison de Pierre était la dernière. Derrière le jardin commençait la forêt, un mur sombre. Ils entrèrent dans la cour. Pierre coupa le moteur, sortit et ouvrit la porte. Léna descendit de la voiture et regarda autour d'elle. La maison était en bois, de plein pied. Le toit était en ardoise, le perron à la peinture écaillée. Dans la cour, un bûcher, une grange, un poulailler d'où s'échappaient des gloussements. Un silence assourdissant. Seul le vent bruissait dans la cime des pins. Entrez. Je vais allumer le poêle. Vous devez avoir froid, dit Pierre en ouvrant la porte. À l'intérieur, ça sentait le bois, la fumée de cheminée et les vieilles choses. L'entrée était étroite. Des crochets pour les vêtements au mur, des bottes en caoutchouc dans un coin. Plus loin, la cuisine avec un poêle à bois, une table en bois, des bancs, des étagères avec de la vaisselle. Léna enleva ses chaussures, entra et s'assit sur un banc près de la table. Pierre s'affairait près du poêle, y enfournant du bois, l'allumant avec du papier journal. Le feu prit rapidement, crépitant joyeusement. La chaleur se répandit aussitôt. Léna tendit les mains vers le poêle. « Vous vivez seul ici ?» demanda-t-elle doucement. « Seul. Ma femme est décédée il y a 6 ans, mes enfants sont dans la capitale. J'étais professeur, puis j'ai démissionné. Maintenant, je conduis un VTC. Voilà toute ma biographie. Et je vous ai attiré des ennuis. Olivier est dangereux, s'il apprend où je suis, il viendra. Peut-être que je devrais partir ?» Pierre versa de l'eau dans une bouilloire depuis un seau et la posa sur la cuisinière. « Vous n'irez nulle part. Personne ne vous trouvera ici. Le village n'est même pas sur les cartes. Il n'y a qu'une seule route. Vous resterez dans la chambre de ma fille, il y a un lit, une armoire. Je vais aller chez ma voisine, Marie-Jeanne, acheter des provisions. Reposez-vous. » Léna hocha la tête, reconnaissante. Pierre lui montra la chambre. Petite, propre, avec un lit étroit, du papier peint à fleurs délavé et une commode contre le mur. Léna posa son sac sur le lit, s'assit et entoura ses genoux de ses bras. Pierre sortit, referma la porte, enfila sa veste et se dirigea vers la maison de sa voisine, à 100 mètres de là, de l'autre côté du potager. La vieille femme l'accueillit sur le perron, curieuse. « Bonjour, Pierre. Qui est-ce qui est venu te voir ? » « Une jeune fille, ta petite fille. Une lointaine parente de ma fille, venue passer une semaine. Marie-Jeanne, aurais-tu du pain frais ? Et du lait à vendre ? » La vieille femme courut dans la maison et revint avec une miche de pain de campagne, un bocal de 3 litres de lait et une douzaine d'œufs. Pierre paya, remercia et rentra chez lui. Léna était assise dans la cuisine, se réchauffant les mains sur une tasse de thé.
Pierre fit cuire une omelette, coupa du pain, sortit du saucisson de la cave. Ils mangèrent en silence, lentement. Léna mangea peu, buvant surtout du thé, puis elle commença à parler en détail de ses 2 dernières années de vie avec Olivier. L'histoire était terrible. Olivier Fournier, 40 ans, homme d'affaires, possédait une concession automobile en périphérie de Lyon. Ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée d'entreprise chez une amie de Léna. Il lui avait alors paru charmant, brillant, attentionné. Ils s'étaient fréquentés pendant 6 mois. Il lui offrait des fleurs, l'emmenait au restaurant, lui parlait d'amour. Ils se marièrent rapidement. Léna emménagea dans son grand appartement de l'avenue de la République. Les premiers mois furent heureux, puis les reproches commencèrent. Pourquoi était-elle rentrée tard du travail? À qui avait-elle parlé? Pourquoi avait-elle souri au vendeur? La jalousie se transforma en contrôle. Il vérifiait son téléphone, lisait ses messages, lui interdisait de voir ses amis. Léna supporta, pensant que ça passerait, elle l'aimait après tout. Puis les violences physiques commencèrent. D'abord des bousculades, puis des gifles, puis des coups. Après chaque fois, il s'excusait, jurait que ça ne se reproduirait plus, lui offrait des cadeaux. Léna essaya de partir. Un jour, elle fit ses valises. Il la rattrapa devant l'immeuble, la frappa, la traîna à l'intérieur et l'enferma pendant 1 semaine. Puis il la laissa sortir, promettant de changer. Elle le crut à nouveau. Il y a 6 mois, Léna cherchait des documents pour les impôts. Olivier lui demanda de les prendre dans le coffre-fort de la chambre. Il lui donna le code. Elle l'ouvrit, prit les papiers nécessaires. Mais remarqua un dossier avec l'inscription « Marine ». Marine, la première femme d'Olivier, était décédée 3 ans plus tôt. Olivier disait que c'était d'une crise cardiaque. Léna ouvrit le dossier et y trouva une correspondance imprimée entre Olivier et un médecin, le docteur Meunier. Le médecin écrivait qu'il avait falsifié l'expertise. La véritable cause de la mort était un traumatisme crânien causé par un choc contre le coin d'une table. Olivier avait payé 20 000 € pour son silence. La correspondance discutait des détails, de la manière de rédiger les documents, d'expliquer la situation aux proches. Léna photographia la correspondance avec son téléphone et referma le coffre. Le soir, Olivier remarqua qu'elle était étrange et commença à l'interroger. Léna craqua et avoua. Il la battit violemment, lui cassa 2 côtes, l'enferma dans l'appartement et lui prit son téléphone. Il la garda enfermée pendant 3 jours, la nourrissant 1 fois par jour. Il lui disait qu'il la tuerait si elle parlait à qui que ce soit. Le 4e jour, il but jusqu'à s'endormir d'un sommeil de plomb. Léna trouva un vieux téléphone appartenant à la fille d'Olivier, née d'un premier mariage. Elle le chargea, enregistra la vidéo et s'enfuit par la fenêtre du rez-de-chaussée. Elle prit un taxi pour la gare, voulant rejoindre sa mère, mais oublia son nouveau téléphone dans la voiture. Pierre écoutait, sentant la colère monter en lui. Un meurtrier qui séquestrait une femme, la menaçait, et la police qui s'en lavait les mains. Procédure. Léna termina son récit et se mit à pleurer doucement. C'est de ma faute. J'aurais dû partir plus tôt. Maintenant, il va me trouver, il va me tuer, et vous aussi pour m'avoir aidé. Pierre secoua la tête. Il ne vous trouvera pas. C'est un trou perdu ici. Le village le plus proche est à 10 km. Vous resterez ici pour le moment. Demain, je retournerai à la police. J'exigerai qu'ils ouvrent une enquête. Il y a la vidéo, la correspondance dans le coffre. Ils ordonneront une expertise. Olivier ira en prison. Léna essuya ses larmes et hocha la tête, peu convaincue. Pierre lui montra comment utiliser le poêle, où se trouvaient les toilettes dans la cour, le puits avec l'eau. Le soir, il prépara une soupe au poulet et ils dînèrent ensemble. Léna se coucha tôt, épuisée. Pierre resta dans la cuisine tard dans la nuit. Il pensait. Demain, il irait à nouveau à la police, exigerait de voir un inspecteur. Il insisterait pour qu'il fouille l'appartement. L'affaire était sérieuse. On ne pouvait pas laisser un meurtre impuni. Et il cacherait Léna ici. Il ne le dirait à personne. Sa conscience exigeait qu'il l'aide. L'abandonner était impossible. Le matin, Léna se réveilla anxieuse. Elle s'était levée tôt, surprise par des bruits inconnus. Les poules caquetaient dans la cour, le bois crépitait dans le poêle. Le vent sifflait dans la cheminée. Elle s'assit sur le lit, regarda autour d'elle. La chambre était petite, étrangère. Sur la commode, des photos dans des cadres. Pierre avec sa femme et ses enfants. Jeune, souriant. Au mur, un calendrier de 2019.
Ça sentait le bois et la fumée de cheminée. Léna se leva, s'habilla et sortit dans la cuisine. Pierre était près de la cuisinière, faisant frire des œufs. Il se retourna. « Bonjour. Bien dormi ? » ?»« Normalement. »« Merci. Vous êtes levé depuis longtemps. » »« Depuis 6 heures, par habitude. J'ai nourri les poules, coupé du bois. Prenez votre petit déjeuner. Je pars en ville maintenant, à la police. Restez ici. Verrouillez la porte de l'intérieur. N'ouvrez à personne, même pas aux voisins. Je serai de retour ce soir. » Léna hocha la tête et s'assit à table. Ils déjeunèrent en silence. Pierre se prépara rapidement et partit. Léna resta seule dans le silence de la campagne. Elle fit la vaisselle, rangea la cuisine, puis sortit dans la cour. Le gel s'intensifiait, la neige craquait sous ses pieds. Les poules couraient dans leur enclos, picorant du grain. Derrière le jardin, la forêt se dressait comme un mur. Des troncs de pin noirs sur la neige blanche. Un silence absolu, seul le vent sifflait dans les branches. Léna rentra dans la maison, s'enferma et s'assit près de la fenêtre de la cuisine. Elle pensait à Olivier, à ce qu'il faisait en ce moment. Il la cherchait probablement, appelait ses connaissances, vérifiait les caméras de la gare. Il était intelligent, méchant, il n'abandonnerait pas. Léna savait que s'il la trouvait, il la tuerait sans discussion. Elle n'avait plus de preuves maintenant. Le téléphone était à la police. Il ne lui restait qu'à espérer en Pierre, en la loi. Pierre arriva à Lyon à 10 heures, se rendit au même commissariat de la rue de la Préfecture. Le policier de service était différent, un lieutenant plus âgé. Pierre demanda à voir un inspecteur, expliqua la situation. Il attendit 1 heure dans le couloir, puis fut invité à entrer dans un bureau. L'inspecteur Durand, un homme d'une 40aine d'années, aux cheveux gris, l'air fatigué, l'écouta attentivement, regarda la vidéo sur le téléphone de Léna, posa des questions sur la jeune femme, où elle était allée, où elle se trouvait maintenant. Pierre dit qu'il ne savait pas, qu'il l'avait rencontrée à la gare et lui avait conseillé de se cacher dans un endroit sûr. Il ne donna pas l'adresse, mentit en disant qu'elle était chez une amie. Durand fronça les sourcils. « Je comprends votre inquiétude, mais il y a une procédure. Nous ouvrirons une enquête pour séquestration et menace de mort. Nous vérifierons l'appartement de l'avenue de la République, nous ouvrirons le coffre-fort. Nous saisirons les documents. Mais cela prendra au moins 2 jours. Mandat du procureur, ordre de perquisition, intervention des agents. Nous vérifierons séparément le meurtre de la première femme. Nous ordonnerons une exhumation, une expertise. Cela prendra des semaines. Nous convoquerons le mari, Monsieur Fournier, pour un interrogatoire, nous prendrons sa déposition. Où est-elle en ce moment ? Je ne peux pas vous le dire précisément. J'ai peur qu'Olivier ne la retrouve via vos fichiers. On dit qu'il a des relations. » Durand soupira. « Tout le monde a des relations, mais la loi est la même pour tous. » « D'accord, je n'insiste pas. » Dites à la jeune femme de se présenter elle-même, de déposer plainte officiellement, alors l'affaire ira plus vite. Et je convoquerai Fournier aujourd'hui pour un entretien, j'écouterai sa version. S'il coopère, nous pourrons peut-être le placer en garde à vue. Pierre remercia et quitta le commissariat. Il sentait que l'inspecteur était sérieux, qu'il allait enquêter, mais lentement. La bureaucratie était étouffante, et le temps passait. Il retourna au village, réfléchissant en chemin à la suite des événements. Il fallait garder Léna cachée jusqu'à l'arrestation d'Olivier. Mais combien de temps cela prendrait-il ? Des jours, des semaines ? Et s'il se doutait qu'on la cherchait, s'enfuyait, détruisait les preuves ? Il rentra au chêne à 18 heures. La nuit tombait déjà. Léna l'accueillit sur le seuil, le visage inquiet. « Alors, quoi de neuf à la police ?» Pierre lui raconta son entrevue avec l'inspecteur, les plans de perquisition. Léna écoutait en hochant la tête. Le soir, ils préparèrent le dîner ensemble. Pierre épluchait les pommes de terre. Léna coupait le chou. Ils se mirent à parler de la vie, du passé. Léna racontait son enfance à Tours, sa mère célibataire qui travaillait à l'usine, l'école, l'université, son travail de comptable, son rêve de devenir artiste, de peindre des paysages. Olivier avait tué ses rêves, l'avait forcé à quitter son travail pour rester à la maison. Pierre parlait de l'école, de ses élèves, de ses cours d'histoire, de sa femme qui avait été à ses côtés pendant 30 ans et qui était morte rapidement, de ses enfants qui avaient grandi et oublié leur père, de la solitude au village, du silence qui tue. Après le dîner, assis dans la cuisine devant une tasse de thé, Léna demanda « Vous ne regrettez pas de vous être impliqué ? Olivier pourrait vous retrouver, s'il l'apprend. »
Pierre secoua la tête. Je ne regrette pas. Toute ma vie, j'ai enseigné le bien, la justice aux enfants. Maintenant, c'est à mon tour d'agir selon ma conscience. Vivez ici tranquillement, je vous protégerai. Léna sourit pour la première fois. Faiblement. Merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Ne me remerciez pas. Reposez-vous, tout ira bien. Mais Pierre lui-même n'y croyait pas tout à fait. Olivier était quelque part, tout près, en ville, cherchant, planifiant. Son intuition lui disait, le danger est proche, il faut être sur ses gardes. Le lendemain, l'inspecteur Durand appela. Monsieur Vasseur, bonjour. Nous avons convoqué Monsieur Fournier hier pour un entretien. Il est venu avec son avocat, il nie tout. Il dit que sa femme est psychologiquement instable, qu'elle invente des histoires, qu'elle le calomnie. Il qualifie la vidéo de mise en scène pour le divorce. Il explique le bleu sur son visage par une chute dans la salle de bain. Il a fourni un alibi pour la soirée de la fuite. Il était en réunion avec des partenaires jusqu'à minuit. Il y a des témoins. Nous allons vérifier, mais pour l'instant, nous n'avons aucune raison de le retenir. En revanche, nous avons obtenu un mandat de perquisition. Nous y allons aujourd'hui. Nous ouvrirons le coffre, nous saisirons les documents. Si la correspondance se confirme, nous ouvrirons une enquête pour le meurtre de la première femme. Alors, l'arrestation de Fournier sera assurée. Mais il faut que votre jeune femme vienne déposer. Une déposition officielle. Quand l'amènerez-vous ? Pierre réfléchit. Aujourd'hui, je ne peux pas, elle est loin. J'essaierai demain. D'accord, j'attends. Mais il ne faut pas tarder. Sans la victime, le dossier est faible. Vous êtes le seul témoin, et Fournier pourrait porter plainte contre vous pour diffamation. Pierre promit, raccrocha et raconta à Léna au petit déjeuner la nouvelle de la perquisition. Elle pâlit. Olivier saura que le coffre a été ouvert, il comprendra que j'ai parlé à la police, il me cherchera plus activement. Peut-être que je devrais vraiment aller déposer plainte ? Faisons ça demain. Laissons la perquisition se dérouler aujourd'hui. Si la correspondance est retrouvée, Olivier sera arrêté immédiatement, alors ce sera sans danger. Léna accepta. La journée se passa tranquillement. Pierre fendait du bois, réparait une clôture. Léna l'aidait aux tâches ménagères, faisait le ménage dans la maison. Le soir, Durand rappela. Sa voix était agitée. Monsieur Vasseur, nous avons effectué la perquisition, trouvé le coffre, le code a fonctionné, mais il n'y avait pas de documents. Le dossier était vide. Fournier a tout nettoyé à l'avance, probablement après la fuite de sa femme. Il n'y avait rien. Il a dû les brûler. L'expertise essaiera de reconstituer des fragments, mais il y a peu de chance. Pour l'instant, nous n'avons aucune preuve directe. Juste des paroles. Nous avons ordonné l'exhumation du corps de la première femme, mais la procédure est longue. Il faut l'autorisation des proches. Des semaines. Fournier a été relâché. Nous le surveillons. Mais si la jeune femme ne dépose pas plainte, l'affaire s'effondrera. Pierre remercia et raccrocha. Léna, qui avait entendu la conversation, se mit à pleurer. Il a tout détruit. Le salaud. Maintenant, c'est ma parole contre la sienne. Et il a des avocats, de l'argent. On ne me croira pas. On dira que c'est de la calomnie, et il n'y a pas de preuve. Pierre l'a pris par les épaules. N'abandonnez pas. Demain, nous irons ensemble. Vous déposerez plainte, je confirmerai en tant que témoin. L'exhumation prouvera le meurtre. Olivier ira en prison. Léna hocha la tête à travers ses larmes. La nuit, ce que Pierre craignait arriva. Vers 23 heures, il était assis dans la cuisine, buvant du thé, écoutant la radio, quand il entendit soudain le bruit d'un moteur à l'extérieur, lointain, se rapprochant. Il regarda par la fenêtre et vit la lueur de phare sur la route menant au village. La voiture s'arrêta à un croisement, à environ 300 mètres de sa maison. Les phares s'éteignirent. Pierre devint méfiant et sortit sur le perron. La lune brillait, la neige scintillait. Il distingua un grand 4x4 noir, immobile. Il resta là 1 minute, fit demi-tour et repartit. Pierre rentra dans la maison, réveilla Léna et lui raconta. Elle devint blanche. C'est Olivier ? C'est sûr. Il a un Land Cruiser noir. Je l'ai vu à la concession. Il nous a trouvés, il a dû vous suivre quand vous êtes allé en ville. Qu'est-ce qu'on fait ? Pierre prit son téléphone, composa le numéro de Durand. De longues sonneries, puis une voix endormie.
Oui, j'écoute. Inspecteur Durand, c'est Vasseur. Olivier nous a trouvés. Il est venu jusqu'au village, il s'est arrêté sur la route. Il est reparti pour l'instant, mais il va revenir. Nous avons besoin de protection. Envoyez une patrouille. Durand jura entre ses dents. Merde. D'accord, j'envoie une patrouille demain matin. En ce moment, tout le monde est sur des interventions. Tenez bon cette nuit. Verrouillez la porte, les fenêtres. S'ils attaquent, appelez immédiatement, nous viendrons. Avez-vous une arme? Le fusil de chasse de mon père. Des cartouches. Prenez soin de vous. La patrouille sera là demain matin. Pierre raccrocha et regarda Léna. Elle tremblait, les lèvres blanches. Il la serra dans ses bras et dit fermement, « N'ayez pas peur, je vous protégerai. Allez à la cave, c'est plus sûr. Je resterai en haut, avec le fusil. Si quelque chose arrive, criez. » Léna hocha la tête et descendit à la cave par la trappe de la cuisine. Pierre referma la trappe, la recouvrit d'un tapis, alla dans la grange chercher le fusil de son père, un vieux fusil à un coup, calibre 12. Il le chargea de chevrotines, vérifia le mécanisme, ferma les volets des fenêtres, verrouilla la porte. Il éteignit la lumière, s'assit sur un banc près de la fenêtre de la cuisine, le fusil sur les genoux, et écouta le silence. L'horloge tournait au mur, le poêle crépitait. Il attendait. La nuit fut angoissante, mais calme. Olivier ne revint pas. Pierre s'assoupit vers le matin, assis sur le banc avec son fusil. Il se réveilla à 8 heures au chant des coqs. Sa nuque était raide. Il ouvrit la trappe de la cave, appela Léna. Elle sortit, pâle, n'ayant pas dormi de la nuit. Ils déjeunèrent en silence, attendant la patrouille de police. Ils arrivèrent à 10 heures. 2 voitures, 4 agents. Le lieutenant en chef, Markov. Pierre lui raconta la visite nocturne du 4x4. Markov examina les traces sur la route, secoua la tête. Il y a des traces, mais on ne peut pas prouver que c'est la voiture de Fournier. N'importe qui peut venir. Le village n'est pas une zone interdite. Nous resterons jusqu'au soir, nous patrouillerons, mais nous ne pouvons pas vous donner une protection permanente, nous n'avons pas les ressources. Il vaudrait mieux envoyer la jeune femme dans un centre d'accueil, elle y serait plus en sécurité. Léna refusa à nouveau. Olivier me trouvera via les fichiers. Il a des relations à la mairie et à la police. Je reste ici. Markov haussa les épaules et partit avec sa patrouille pour surveiller les environs. Pierre décida d'aller en ville pour quelques courses. Il avait besoin d'argent pour la nourriture, pour vivre. Il laissa Léna à la maison, lui ordonnant de n'ouvrir à personne. La porte était verrouillée de l'intérieur. Il travailla toute la journée, transportant des passagers à travers Lyon, nerveux, regardant constamment dans ses rétroviseurs. Lors de sa 4e course, le soir, il remarqua un 4x4 noir dans le flot de voitures, 3 files derrière lui. Il tourna brusquement dans une rue latérale. Le 4x4 continua tout droit. Pierre s'arrêta, attendit 1 minute, puis repartit. Le 4x4 n'était plus visible. Peut-être s'était-il fait des idées, il y avait beaucoup de voitures de ce genre en ville. Il termina son service à 19 heures et rentra chez lui. La route était sombre, les phares balayaient l'asphalte, les bas-côtés. En sortant de la ville, il regarda dans son rétroviseur et vit des phares familiers, loin derrière. Un grand 4x4 noir le suivait à une distance d'environ 300 mètres. Pierre accéléra, le 4x4 aussi. Il ralentit, le 4x4 ralentit. Il le suivait, c'était sûr. Son cœur se mit à battre rapidement. Ses paumes devinrent moites sur le volant. Il tourna sur la route de campagne menant au village. Le 4x4 resta sur la route principale, au croisement, n'allant pas plus loin. Il attendait, les phares allumés. Pierre conduisit jusqu'à sa maison, sauta de la voiture et se précipita à l'intérieur. Léna l'accueillit, effrayée. Que se passe-t-il? Olivier m'a suivi toute la soirée. Il est arrêté au croisement maintenant. Il nous a trouvés. Il a dû pirater les caméras de l'autoroute. Il a compris que je venais ici. Léna se prit la tête entre les mains. Mon Dieu, qu'allons-nous faire? Il va venir maintenant, il va nous tuer tous les deux. Pierre attrapa son téléphone et composa le numéro de Durand. De longues sonneries. Puis la voix fatiguée de l'inspecteur. Oui, Vasseur, qu'y a-t-il? Inspecteur. Olivier nous a trouvés, il m'a suivi, il est arrêté sur la route du village. Il se prépare à attaquer, je le sens,
nous avons besoin de protection. D'urgence. Durand resta silencieux, puis soupira. Monsieur Vasseur, nous avons convoqué Fournier aujourd'hui pour un deuxième interrogatoire. Il est venu avec son avocat, il nie tout. Il dit que sa femme s'est enfuie avec un amant, qu'elle le calomnie par vengeance. Son alibi pour la soirée de la fuite est confirmé par des témoins. La perquisition n'a rien donné. Les documents ont été détruits. L'expertise des fragments de papier de la cheminée est en cours, mais sans résultat. L'exhumation de la première femme est prévue pour la semaine prochaine. Il faut l'autorisation de la fille de la défunte. Elle est à Paris pour s'occuper des papiers. Pour l'instant, nous n'avons aucune raison de retenir Fournier, il est formellement clean. Nous l'avons relâché sous contrôle judiciaire. Je peux envoyer une patrouille, mais ils n'arriveront pas avant au moins une demi-heure. Tout le monde est occupé en ce moment. Tenez bon cette nuit, fermez-vous à clé, n'ouvrez pas, gardez votre arme. S'ils attaquent, défendez-vous. Demain matin, je viendrai moi-même chercher la jeune femme pour sa déposition officielle. Tenez bon. Pierre raccrocha et regarda Léna. Elle pleurait silencieusement, comprenant qu'aucune aide n'arriverait. Pierre la serra dans ses bras et dit fermement, « Ne pleurez pas, je ne vous laisserai pas tomber. Nous allons nous préparer. Si Olivier décide d'attaquer, nous l'accueillerons comme il se doit. » Léna essuya ses larmes et hocha la tête. Pierre alla chercher le fusil dans la grange, chargea les 2 canons, ferma les volets de toutes les fenêtres, verrouilla la porte, et poussa une lourde armoire contre elle. Il envoya Léna à la cave, lui donnant son téléphone avec le numéro de la police déjà composé. Il lui ordonna d'appuyer sur la touche d'appel si elle entendait des coups de feu ou des cris. Lui-même s'assit dans la cuisine, près de la fenêtre, après avoir éteint la lumière. Le fusil sur les genoux, des cartouches dans sa poche. Il écoutait le silence. L'horloge indiquait 21h. Il attendait. À 23h, il entendit un bruit de moteur, tout proche. Il jeta un coup d'œil par la fente entre les volets et vit le 4x4 noir. Il s'approchait lentement de la maison, sans phare. Il s'arrêta près du portail. Les portes s'ouvrirent, 2 hommes en sortirent. Un homme grand, d'une 40aine d'années, dans une veste chère. Et un deuxième, plus costaud, chauve, en blouson de cuir. Olivier et un complice. Olivier tenait un long pied de biche, le deuxième une batte de baseball. Il se dirigeait vers la maison en silence, à pas de loup. Pierre s'éloigna de la fenêtre, se plaça derrière la table, pointa le fusil vers la porte et cria fort, « Arrêtez, la police a été appelée. Partez tant que vous êtes encore en vie. » Olivier s'arrêta sur le perron et se mit à rire. « La police arrivera dans 1 heure au mieux, et en 1 heure, je récupérerai ma femme et j'éliminerai le témoin. Ouvre la porte, le vieux, gentiment, sinon ça se passera mal et tu le regretteras. » Pierre répondit fermement, « Tu n'entreras pas. Le fusil est chargé, je tirerai. C'est le dernier avertissement. » Olivier cracha et fit un signe à son complice. Celui-ci s'approcha de la porte et commença à frapper le verrou avec le pied de biche. Le bois craquait, le fer se tordait. Pierre recula, visa la porte. Olivier criait de l'extérieur, « Vas-y, défonce-la, Serge. Le vieux bluffe, il ne tirera pas. C'est un prof, un humaniste, il a peur. » Mais Pierre n'avait pas peur. Pour la première fois depuis de longues années, il sentait la clarté de son objectif, protéger, ne pas laisser le mal gagner. La porte craquait de plus en plus fort sous les coups. Pierre cria une dernière fois. « Olivier, va-t'en. Je vais tirer, je te dis. Le fusil est réel. » Olivier éclata de rire. « Tire, Pépé. On verra bien. » Pierre tira en l'air à travers la fenêtre. La vitre explosa en éclats. La détonation assourdissante résonna dans le village. Olivier et son complice se baissèrent, se cachant derrière un coin de la maison. Le silence s'installa pendant 1 seconde. Puis Olivier hurla, « Ah, le vieux salaud. C'est bon. Maintenant, j'entre pour de bon. Serge, passe par derrière. Entre par la fenêtre. » Pierre comprit qu'il n'avait plus le temps. Le combat avait commencé. Le dernier combat de sa vie. Peut-être. Après le premier coup de feu, Pierre rechargea le fusil avec des mains tremblantes, insérant une nouvelle cartouche. Il entendait Olivier et son complice se parler à l'extérieur. L'un d'eux contournait la maison par la droite. Pierre se précipita dans la cuisine et vit, à travers la fenêtre brisée, le chauve, Serge, s'approcher de la fenêtre arrière. Il leva sa batte, prit son élan, brisa la vitre d'un seul coup et commença à entrer, faisant passer ses larges épaules.
Pierre courut vers lui et le frappa à la tête avec la crosse du fusil de toutes ses forces. Un bruit sourd. Serge gémit, resta suspendu au cadre de la fenêtre, puis s'effondra sur le sol de la cuisine, inconscient. Du sang coulait de son arcade sourcilière ouverte. La batte tomba de sa main. Pierre la ramassa, la jeta dans un coin, se retourna et entendit un grand bruit à la porte d'entrée. Olivier était en train de forcer le verrou avec le pied de biche. Avec fureur. Le fer grinçait, le bois craquait. Pierre revint sur ses pas, se plaça derrière la table et visa. La porte sortit de ses gonds inférieurs, se tordit, le verrou céda. Olivier fit irruption, brandissant le pied de biche. Son visage était déformé par la rage. Il vit Pierre avec le fusil et s'arrêta. « Stop, Olivier, c'est la dernière fois que je te le dis. Lâche le pied de biche, assieds-toi par terre, les mains sur la tête. La police arrive. » Olivier rit d'un rire rauque et fit un pas en avant. « Le vieux, tu n'es pas un tueur, tu ne tireras pas sur un homme. Tu es un prof, la morale, la conscience, toutes ces conneries. Mais moi, je suis un tueur. Je n'ai rien à perdre. Je vais te faire lâcher ce fusil, t'éclater la tête et récupérer ma femme. Et personne ne le saura. C'est le trou du cul du monde ici. On n'entend même pas les coups de feu dans les maisons voisines. » Pierre vit les yeux d'Olivier, vides, froids. Il comprit qu'il ne s'arrêterait pas, qu'il irait jusqu'au bout. Et qu'il n'avait pas le choix. Olivier bondit en avant avec le pied de biche, visant Pierre. Pierre tira presque à bout portant. 3 mètres de distance. Détonation, éclair, fumée. La charge de chevrotine frappa Olivier à l'épaule et au bras droit. Il hurla, le pied de biche tomba, et il se serra le bras blessé. Le sang jaillit entre ses doigts. Olivier s'effondra à genoux. Son visage devint blanc. Il hurlait des jurons, se balançant d'avant en arrière. Pierre resta immobile. Le fusil fumait encore. Ses mains tremblaient, ses oreilles bourdonnaient. Pour la première fois de sa vie, il avait tiré sur un homme. La nausée le prit, mais il se retint. Olivier gémissait sur le sol, tenant son bras, le sang coulant sur les planches. Dans le coin, Serge gémit, bougea, reprit conscience. Il essaya de se lever. Pierre tourna le fusil vers lui et cria, « Couchez !» Les mains derrière le dos. Vite. Serge obéit et s'allongea face contre terre. Pierre sortit une bobine de ficelle d'un tiroir, celle qu'il utilisait pour lier le bois. Il s'approcha de Serge, lui lia les mains derrière le dos, puis les jambes. Ensuite, il s'approcha d'Olivier, qui avait le regard vitreux, en état de choc. Pierre lui lia le bras valide à la jambe, fermement. Olivier ne résista pas. Il n'en avait pas la force. Pierre repoussa le pied de biche d'un coup de pied, ouvrit la trappe de la cave et appela « Léna. Sortez. Le danger est passé. Appelez la police, vite. » Léna sortit, effrayée, et vit la scène. Olivier se tordant de douleur sur le sol ensanglanté. Serge ligoté. Les fenêtres brisées, la porte arrachée. Elle se prit la tête entre les mains, mais attrapa le téléphone. Elle composa le 17. D'une voix tremblante, elle donna l'adresse au répartiteur, expliqua la situation. On lui promit d'envoyer une patrouille et une ambulance immédiatement. Léna raccrocha, s'approcha de Pierre et le serra dans ses bras. « Vous êtes blessé ?» Pierre secoua la tête. « Non, je vais bien. Mais eux, ils sont blessés. L'ambulance arrive. » Il s'assit sur un banc, posa le fusil à côté de lui. Ses mains tremblaient, l'adrénaline retombait. Olivier gémissait sur le sol. Serge se taisait. Léna apporta une serviette et la pressa sur la blessure d'Olivier pour arrêter le saignement. Il la regarda avec haine et grogna, « Salope, je te retrouverai quand même, je te tuerai. » Léna recula. Pierre se leva, s'approcha d'Olivier et lui dit doucement, « Tu ne la trouveras pas. Tu vas prendre cher, tu paieras pour tout. Pour Marine, ta première femme, pour Léna, pour m'avoir attaqué. La justice s'en chargera. » Olivier ferma les yeux et perdit connaissance. 20 minutes plus tard, 2 voitures de police arrivèrent, suivies d'une ambulance. Ils firent irruption dans la maison et virent la scène. Le lieutenant Marcof, qui avait patrouillé la veille, s'approcha de Pierre. « Que s'est-il passé ? Vous avez tiré ?» Pierre raconta brièvement l'attaque, la porte défoncée, les menaces, la légitime défense. Il montra les fenêtres brisées, la porte arrachée, le pied de biche, la batte. Léna témoigna, confirmant ses dires. Marcof inspecta les lieux,
prit des photos. Les ambulanciers emmenèrent Olivier et Serge à l'hôpital, sous escorte. 1 heure plus tard, l'inspecteur Durand arriva, l'air sombre. Il interrogea Pierre et Léna, rédigea un procès-verbal détaillé et dit « Monsieur Vasseur, formellement, vous avez agi en état de légitime défense. L'attaque était armée. La menace pour votre vie était réelle. L'expertise le confirmera. Fournier sera mis en examen après son hospitalisation. Les accusations sont graves, tentative de meurtre, violation de domicile, violence. Son complice, Serge, sera également mis en examen pour complicité. Vous êtes libre, mais ne quittez pas la région avant le procès. Nous aurons besoin de vous comme témoin. » Pierre hocha la tête, soulagé. La police partit vers le matin, laissant une patrouille en faction jusqu'à l'aube. Pierre et Léna restèrent dans la maison dévastée, clouant des planches sur les fenêtres, bloquant la porte avec l'armoire. Ils s'assirent dans la cuisine, buvant du thé avec des mains tremblantes. Léna pleurait de soulagement. « Merci, Pierre, vous m'avez sauvé la vie. Je ne sais pas comment vous remercier. » Pierre la prit par les épaules. « Ne me remerciez pas. J'ai simplement fait ce que je devais faire. Maintenant, Olivier ira en prison, vous êtes libre. Vivez tranquillement. » Mais Léna secoua la tête. « Je ne veux pas partir d'ici. Ici, je me suis sentie à nouveau humaine. Puis-je rester chez vous, jusqu'à la fin du procès? J'aiderai aux tâches ménagères, je ne serai pas un fardeau. » Pierre sourit, fatigué. « Restez. La maison est grande, je m'ennuie seul. Ensemble, ce sera plus gai. » Ils s'endormirent à l'aube, épuisés, mais pour la première fois depuis des jours, ils dormirent paisiblement. Le danger était passé, l'ennemi vaincu. Le procès les attendait, mais la vérité était de leur côté. Les jours suivants furent agités. Pierre répara la porte, remplaça les vitres, remit la maison en ordre. Léna l'aidait. 1 semaine plus tard, ils furent convoqués pour un interrogatoire à Lyon. L'inspecteur Durand leur exposa l'avancement de l'enquête. Olivier Fournier et Serge étaient en détention provisoire. Les accusations étaient triples. Surtout, l'exhumation du corps de Marine Fournier, la première femme, avait été concluante. L'expertise confirmait une mort violente par traumatisme crânien. Le médecin corrompu avait été arrêté et avait avoué avoir reçu un pot de vin de 20 000 €. Il avait fourni des copies de la correspondance, qui correspondait parfaitement à ce que Léna avait vu dans le coffre. Olivier était désormais accusé du meurtre de sa première femme. Il risquait de 15 à 20 ans de prison. Léna écoutait, pleurant de soulagement. Durand lui dit « Madame Fournier, vous êtes officiellement reconnue comme victime dans cette affaire. Vous pouvez engager une action civile pour préjudice moral. » Léna remercia, mais dit que les biens ne l'intéressaient pas. L'important, c'était la liberté. Elle divorcerait, reprendrait son nom de jeune fille, Volkov. Elle ne voulait plus jamais voir Olivier. Pierre et Léna retournèrent au village le soir, soulagés. Tout se terminait bien, la vérité avait triomphé. Mais en chemin, Léna dit doucement « Pierre, je ne veux pas retourner à Lyon. Tout là-bas me rappelle Olivier. La peur. Puis-je rester au village, trouver un travail à distance, vous aider à la maison? Ne me chassez pas. » Pierre la regarda, surpris. « Vous êtes sérieuse? C'est un trou perdu ici, il n'y a pas de jeunes. Vous allez vous ennuyer. Vous devez retourner en ville, refaire votre vie. » Léna secoua la tête. « Je suis bien ici. Pour la première fois depuis longtemps, je ressens la paix. Vous êtes bon, la maison est confortable, la nature est belle. S'il vous plaît, ne me chassez pas. » Pierre réfléchit, puis sourit. « D'accord, restez. C'est vrai que c'est triste d'être seul, et à deux, c'est plus gai. Vous vivrez dans la chambre de ma fille. Je ne vous demanderai rien pour le logement. Aidez-moi simplement à la maison et au jardin. » Léna, ravie, le serra dans ses bras. « Merci. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. » Ainsi, Léna resta vivre au village. Elle trouva un travail de comptable à distance pour une entreprise lyonnaise. Pierre arrêta son activité de VTC et décida de se consacrer davantage à la ferme. Ils élevèrent des chèvres, réparèrent la grange, agrandirent le potager. Léna l'aidait en tout. Ils vivaient une vie simple et tranquille. Le soir, ils discutaient dans la cuisine autour d'un thé. Le temps passa, les mois s'écoulèrent. Le procès d'Olivier commença au printemps. Pierre et Léna se rendirent aux audiences, témoignèrent. Le processus dura 2 mois. Le verdict fut sévère.
20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Marine Fournier et la tentative de meurtre de Pierre Vasseur. Serge Écopa de 6 ans en tant que complice. Léna obtint le divorce par défaut. Le soir, ils célébrèrent dans la cuisine. Pierre sortit une vieille bouteille de vin. Léna dit, enfin libre. Merci, Pierre, pour tout. Vous avez changé ma vie. Pierre sourit. Et vous avez changé la mienne. La maison a repris vie, un sens est apparu. Merci d'être resté. Ils se regardèrent longuement, en silence. Quelque chose de chaleureux était né entre eux au fil des mois, mais tous deux avaient peur d'en parler. La différence d'âge les effrayait. Un soir de début mai, alors que les pommiers du verger étaient en fleurs, ils étaient assis dans la cuisine. Léna regardait le coucher de soleil par la fenêtre et soupira. C'est si beau. Avant, je ne remarquais pas la beauté, la vie me passait sous le nez. Maintenant, je la vois, je l'apprécie. Merci, Pierre, de m'avoir appris à vivre à nouveau. Pierre sourit. Ce n'est pas moi qui vous ai appris, c'est la vie. La sagesse vient avec la douleur. Léna se tourna vers lui, les yeux sérieux. Vous êtes sage, bon, fiable. À vos côtés, je me sens heureuse pour la première fois. Je ne veux jamais partir. Pierre, gêné, répondit, vous devez refaire votre vie, Léna. Un jeune mari, des enfants. Ici, c'est un trou perdu, avec un vieil homme. Zéro perspective. Léna secoua la tête et lui prit la main. L'âge n'a pas d'importance, Pierre. Ce qui compte, c'est l'âme. Et votre âme est lumineuse, bonne. Je vous aime. Je l'ai compris depuis longtemps, mais j'avais peur de le dire. Je pensais que vous me repousseriez. Pierre se figea, la regardant avec de grands yeux. Il n'en croyait pas ses oreilles. Léna continua, serrant sa main. Je sais que la différence est grande, que vous pourriez refuser, mais je ne vous aime pas par gratitude, mais pour de vrai. Je veux être à vos côtés pour toujours, prendre soin de vous, construire une vie ensemble, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Pierre resta silencieux une minute, puis murmura d'une voix rauque, Léna, je suis vieux. Je serai bientôt malade. Vous avez besoin de jeunesse, de joie, et je ne peux pas vous offrir ça. Léna secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je n'ai pas besoin de la jeunesse d'un autre. J'ai besoin de vous, de votre gentillesse, de votre sagesse, de votre attention. À vos côtés, je me sens vivante pour la première fois. Dites-moi que vous m'aimez aussi, s'il vous plaît. Pierre céda, la serra fort dans ses bras et murmura dans ses cheveux, je t'aime, depuis longtemps, mais j'avais peur de l'avouer. Je pensais que je n'en étais pas digne, que je te ferais fuir, et c'est toi qui es venu. Tu as ravivé mon cœur. Ils s'embrassèrent pour la première fois, timidement. Tous deux pleuraient d'un bonheur inattendu. Ils restèrent longtemps enlacés, sans se lâcher. Ils craignaient que ce ne soit qu'un rêve, qu'ils disparaissent. Mais c'était réel, fort, éternel. Un amour tardif était venu à eux deux, leur offrant une seconde chance au bonheur après la douleur et la solitude. 1 an plus tard. Pierre avait fait sa demande au printemps, quand le verger était en fleurs, lui offrant la bague en or de sa grand-mère. Ils se marièrent en été dans la petite église du village. Un mariage modeste. Les enfants de Pierre et leur famille, la mère de Léna venue de Tours, quelques voisins et l'inspecteur Durand avec sa femme. Les enfants de Pierre, d'abord surpris par l'âge de la mariée, comprirent en voyant leur père si heureux, si rajeuni, que c'était du sérieux. Ils accueillirent Léna comme l'un des leurs. Le banquet eut lieu dans la cour de la maison, sous les pommiers, avec de l'accordéon, des chants, des danses jusqu'à la nuit tombée. L'inspecteur Durand porta un toast à la justice, au courage et à l'amour qui triomphe du mal. Léna était assise à côté de son mari, lui tenant la main, de peur que ce ne soit qu'un rêve. Pierre regardait sa femme, pensant à quel point le destin est étrange. Un téléphone oublié dans un taxi l'avait conduit à l'amour au crépuscule de sa vie, leur offrant à tous deux une seconde chance au bonheur. La solitude était terminée, la maison était remplie de sens, son cœur battait à nouveau très fort. La vie recommençait à 60 ans. Tard, mais pas trop tard. L'essentiel était qu'à ses côtés se trouvait une personne qui lui était chère, aimée, authentique.